Alors que le monde est occupé par ce qui se passe en dehors de l'Iran, une scène bien plus intense se déroule à l'intérieur même du pays. Actuellement, il y a des rapports selon lesquels les Iraniens eux-mêmes commencent à pourchasser les membres du corps des gardiens de la révolution islamique, ou le CGRI. En même temps, l'économie iranienne s'effondre peu à peu, comme si sa force disparaissait lentement aux yeux du monde entier. Et ce n'est pas tout, même les riches élites en Iran perdent également le contrôle de leur argent caché à l'étranger. C'est à cause de la nouvelle mesure du département du Trésor des États-Unis appelée Economic Fury, une opération à laquelle l'Iran ne s'attendait pas. Mais ce qui se passe à l'intérieur du pays est encore plus surprenant. Il y a seulement 2 nuits, une personnalité bien connue, liée au CGRI, a été attaquée et poignardée à plusieurs reprises près de Téhéran. Ce n'est pas un simple crime, c'est peut-être le signe que des citoyens ordinaires sont désormais prêts à agir de leurs propres mains. Et ce n'est pas une simple spéculation. Selon un membre du CGRI lui-même, la même nuit que cet incident, des explosions de voitures se sont produites successivement dans différentes parties de Téhéran. Au début, les médias étaient confus, se demandant s'il s'agissait d'une nouvelle frappe aérienne des États-Unis ou d'Israël, surtout qu'il y a actuellement un cessez-le-feu. Mais plus tard, une vidéo d'un commandant du CGRI est apparue, déclarant que les explosions avaient été causées par des personnes opposées au gouvernement, ceux qu'ils appellent des éléments hostiles. Dans la vidéo, il a même essayé d'apaiser la situation. Selon lui, personne n'a été blessé, personne n'est mort, tout est sous contrôle, il n'y a rien à craindre. Mais même s'ils essaient de le nier, il y a un message clair ici. Une résistance est en train de se former à l'intérieur de l'Iran et elle devient de plus en plus active. Mais une question demeure, pourquoi n'y a-t-il pas encore de manifestations de grande ampleur ? La réponse est simple, le gouvernement a coupé l'Internet. Jusqu'à présent, il y en a déjà plus de 1100. De nos jours, c'est la plus longue coupure d'Internet de l'histoire. Et pendant qu'il n'y a pas d'Internet, le contrôle du gouvernement devient encore plus strict. Les arrestations continuent. Chaque jour, des gens sont arrêtés. Même une simple critique du gouvernement suffit. Il y en a même d'autres à qui on confisque tous leurs biens, juste parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la guerre en cours. Mais même si le contrôle est aussi strict, un problème encore plus grave s'annonce. Économie. Selon l'avertissement de la Banque centrale d'Iran, il pourrait falloir jusqu'à 12 ans avant que le pays ne se relève complètement des effets de la guerre et des sanctions. Depuis le début du blocus américain, l'Iran a presque perdu tous ses revenus pétroliers, qui constituent sa principale source d'argent. Et à cela s'ajoute l'impact de la coupure d'Internet. Comment faire des affaires ou acheter en ligne sans Internet ? Comment utiliser une carte de crédit ou effectuer des transactions ? En d'autres termes, l'économie s'est pratiquement arrêtée. Et pour l'instant, il n'y a aucun signe clair que cela va se terminer bientôt. À l'intérieur de l'Iran, la colère grandit. À l'extérieur, la pression continue. Et plus le temps passe, plus la situation devient dangereuse. Maintenant, regardons de plus près les effets plus profonds de ce qui se passe. Récemment, Brad Cooper a publié une déclaration. Et si les données sont exactes, c'est un développement très important. Selon lui, le blocus des ports iraniens a été complètement mis en place. Cela signifie que les forces américaines contrôlent désormais les mouvements des navires dans toute la région. Et ils détiennent la supériorité maritime au Moyen-Orient. C'est là que la situation devient sérieuse. Près de 90% de l'économie iranienne dépend du commerce maritime. C'est par là que la plupart des produits, en particulier le pétrole, entrent et sortent du pays. Mais en moins de 36 heures après la mise en place du blocus, tout s'est pratiquement arrêté. Rien n'entre, rien ne sort. C'est comme si tout s'arrêtait petit à petit. On dirait que l'économie nationale est étranglée. Maintenant, il y a un problème critique qui aggrave encore la situation. L'Iran ne peut pas stocker une quantité énorme de pétrole. Leur capacité de stockage est limitée. Il n'y a que quelques dépôts de pétrole où ils peuvent stocker le pétrole qu'ils continuent d'extraire du sol. Mais à cause du blocus, ils ne peuvent pas l'exporter. Ils ne peuvent pas le vendre. Et chaque jour, leurs réserves se remplissent. Cela signifie qu'ils approchent d'une décision difficile. Vont-ils arrêter la production de pétrole ? Et s'ils font cela, ce n'est pas simplement une pause. Il y aura des dommages à long terme. Si vous arrêtez un champ pétrolier qui fonctionne à pleine capacité, il y a un risque de perdre 5 à 10% de tout son pétrole, de façon permanente. Il y a une raison technique à cela. Quand le pompage s'arrête, l'eau pénètre dans le réservoir, et cela affecte la qualité du pétrole en dessous. En d'autres termes, une partie du pétrole ne sera plus jamais récupérable sur le long terme.
Et rappelez-vous, ces 5 à 10% du pétrole iranien, c'est une valeur énorme. Des centaines de millions de dollars seront perdus. C'est pourquoi, autant que possible, le gouvernement veut absolument éviter de faire cela. Mais si leurs réserves sont pleines, ils n'auront pas le choix. Selon un analyste qui suit la situation, l'Iran dispose juste assez de capacité de stockage pour environ 13 à 15 jours de pétrole non exporté. Probablement environ 13 à 15 ou 16 jours de capacité de stockage pour le pétrole qu'ils ne peuvent pas exporter. Lorsqu'ils n'auront plus de capacité de stockage, ils devront alors arrêter l'extraction de pétrole. Arrêter l'extraction de pétrole ne va pas seulement nuire à leur volume d'exportation ou d'extraction de pétrole à long terme, mais cela va aussi entraîner une augmentation du taux de chômage. C'est le cœur de l'économie iranienne. Cela représente 70 à 80% des revenus de l'Iran qui servent à financer le fonctionnement de l'État. Et c'est là que la situation devient dangereuse, car l'Iran a déjà un passé avec ce genre d'événements. Revenons à la révolution iranienne de 1979. L'une des raisons pour lesquelles le gouvernement de l'époque est tombé, c'est parce que la production de pétrole s'est arrêtée. Le pays a perdu ses revenus, l'argent s'est tari, et la situation s'est rapidement aggravée, jusqu'à ce que Shah soit forcé de fuir le pays et il n'a jamais pu revenir. Et c'est là que la République islamique a commencé. Maintenant, si les revenus du pétrole s'arrêtent à nouveau, où le gouvernement trouvera-t-il de l'argent pour payer ? Comment vont-ils payer les membres du corps des gardiens de la révolution islamique, et les membres de la milice, et les travailleurs des champs pétrolifères ? Et comment vont-ils soutenir tout le système qu'ils ont construit pendant tant d'années ? Au final, il n'y a qu'une seule réponse. Quand les revenus s'arrêtent, tout s'arrête. Et c'est là que commencera la véritable crise. Actuellement, il y a une dizaine de navires iraniens qui ont tenté d'échapper au blocus des États-Unis. Et aucun d'entre eux n'a réussi à passer. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le commandement central des États-Unis fournit lui-même des mises à jour en direct sur la façon dont ils interceptent chaque navire. C'est comme une opération en temps réel. Par exemple, rien qu'hier, un navire iranien a tenté de passer près de la côte pour rejoindre l'océan Indien. Il se rendait probablement en Chine pour vendre son pétrole, mais n'a pas réussi à passer. Les États-Unis l'ont intercepté et forcé à retourner en Iran. Cela signifie qu'il n'y a aucune entrée, aucune sortie. C'est un blocus total. Et si tu pensais que c'était déjà le pire, la situation de l'Iran est devenue encore plus difficile. En même temps que le blocus militaire, le département du Trésor des États-Unis a également lancé une nouvelle opération, appelée Opération Economic Fury. Le but de cette opération est simple mais brutal, presser l'économie iranienne jusqu'à l'épuisement. Un avertissement a été adressé à toutes les banques mondiales, surtout aux banques qui détiennent ou acceptent de l'argent provenant d'Iran. Selon le Trésor, ils sont prêts à imposer ce qu'on appelle des sanctions secondaires contre toute personne qui aidera l'Iran. Cela signifie que même si tu n'es pas directement lié à l'Iran, si tu les aides, tu peux aussi être sanctionné. Mais voici la partie la plus critique. L'autorisation temporaire de vendre du pétrole, même si le pétrole est bloqué en mer, est sur le point d'expirer. Et selon les États-Unis, elle ne sera pas renouvelée. En d'autres termes, il sera encore plus difficile pour l'Iran de trouver des acheteurs pour son pétrole. Et c'est là que la situation s'aggrave encore plus. Hier, le Trésor américain a envoyé une lettre directe aux banques en Chine, à Hong Kong et aux Émirats arabes unis, ainsi qu'aux banques d'autres pays du Moyen-Orient. Et pourquoi est-ce important ? Parce qu'auparavant, ces pays, en particulier les Émirats arabes unis, servaient de passage à l'Iran pour éviter les sanctions. C'est là qu'ils faisaient en circuler l'argent. C'est là qu'ils effectuaient leurs transactions. Mais aujourd'hui, la situation a changé. En raison des actions de l'Iran contre certains pays du Golfe, ces pays ont eu une raison de coopérer avec les États-Unis. Et si cela arrive, l'Iran perdra ses raccourcis vers le système financier mondial. Et il n'y aura pas que le gouvernement qui sera touché. Cela touchera encore plus les élites et les officiels, ceux qui cachent des millions, voire des centaines de millions de dollars à l'étranger comme plan de secours au cas où le gouvernement s'effondrerait. On dirait que leur filet de sécurité va aussi disparaître. Si leur argent est complètement gelé ou bloqué, ils n'auront plus où aller. Et si tu combines tous les blocus maritimes, l'effondrement économique, la coupure de l'accès financier, l'Iran est progressivement encerclé de toutes parts. Et la question maintenant c'est, jusqu'à quand pourront-ils tenir ? Je
Je pense que ce n'est pas une caractérisation correcte. Hier, nous avons annoncé l'opération Economic Fury et nous, depuis plus d'1 an, nous exerçons une pression maximale sur les Iraniens, à la fois en bloquant les paiements vers l'État iranien et en ciblant les comptes du CGRI. L'une des erreurs qui pourrait s'avérer fatale que les Iraniens ont commises a été de bombarder leurs voisins du CCG et qui sont maintenant prêts à être beaucoup plus transparents en ce qui concerne les fonds ou à aller plus loin et à enquêter sur les fonds détenus dans leur système bancaire. Nous leur avons donc transmis la demande de geler davantage de fonds appartenant à la direction des gardiens de la révolution islamique et à tout membre de la direction iranienne. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit aux entreprises, nous avons dit aux pays que si vous achetez du pétrole iranien, que si de l'argent iranien est déposé dans vos banques, nous sommes maintenant prêts à appliquer des sanctions secondaires, ce qui est une mesure très sévère. Et les Iraniens doivent savoir que cela sera l'équivalent financier de ce que nous avons vu dans les opérations militaires. Passons maintenant au volet diplomatique de la situation. Malgré la tension et la pression, les discussions se poursuivent de toujours en coulisses. Certains gardent encore l'espoir qu'un sommet aura lieu, une réunion où un accord de paix pourrait être discuté, ou au moins une extension du cessez-le-feu. Mais d'après les dernières informations, il semble que la réunion n'aura pas encore lieu cette semaine. On s'attend maintenant à ce qu'elle soit reportée à la semaine prochaine. Hier, un événement important s'est produit. Le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, s'est rendu à Téhéran. Sa mission était de transmettre les exigences des États-Unis à l'Iran et découvrir quelle serait la prochaine étape. Et en ce qui concerne les exigences des États-Unis, elles sont directes et claires. Premièrement, les États-Unis veulent que l'Iran ouvre complètement le détroit d'Ormuz. C'est très important car c'est l'un des passages pétroliers les plus stratégiques au monde. Cela fait partie de l'accord de cessez-le-feu. Les États-Unis ont arrêté les bombardements, en échange l'Iran devait ouvrir le passage. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas encore été pleinement mis en œuvre. Deuxièmement, les États-Unis veulent s'assurer que lors de la prochaine négociation, les délégués envoyés par l'Iran auront un véritable pouvoir. Ceux qui ont l'autorité de signer et de prendre des décisions. Parce que lors de la dernière réunion, même si les discussions ont duré près de 20 heures, les États-Unis ont découvert que les personnes en face d'eux n'avaient pas le dernier mot. Ils n'avaient pas le pouvoir d'approuver l'accord. La délégation est donc simplement retournée en Iran et a consulté un dirigeant de plus haut rang, peut-être Ali Khamenei ou un autre détenteur du vrai pouvoir. C'est seulement là qu'une décision finale a été prise. Maintenant, les États-Unis veulent éviter ce genre de situation. Ils ne veulent plus de longues négociations qui n'aboutissent à rien. Donc, le message était clair. S'il y a une discussion, il doit y avoir un interlocuteur ayant du pouvoir. Et pour l'instant, il semble que la prochaine réunion approche. Mais la question est, y aura-t-il vraiment un accord? Ou encore une nouvelle série de discussions sans résultat clair? Pendant que le monde attend la réponse, la situation continue de s'envenimer chaque jour qui passe. Bonjour, cela fait 46 jours depuis le début de l'opération Epic Fury et le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran tient toujours alors que les efforts diplomatiques se poursuivent. Le président a annoncé cette semaine que les négociations pourraient reprendre prochainement entre les négociateurs, peut-être à Islamabad. Hier soir sur Fox News, il a évoqué l'impact économique limité de la guerre et estimé que le conflit touche à sa fin. Les propos du président surviennent alors que l'Iran affirme que les échanges de messages se poursuivent entre les deux parties. Tabadol. L'échange de messages se poursuit. Depuis le tout premier jour où la délégation de la République islamique d'Iran est rentrée à Téhéran jusqu'à aujourd'hui, de nombreux messages ont été échangés par l'intermédiaire d'un médiateur pakistanais. Nos positions ont été rendues très claires, aussi bien là-bas, lors des négociations que dans ces échanges. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fait ses remarques alors que le commandement central américain bloque toujours les ports iraniens avec plus d'une douzaine de navires de soutien. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a expliqué l'impact de cette décision en déclarant « Le blocus des ports iraniens est pleinement mis en œuvre, les forces américaines gardant leur supériorité maritime au Moyen-Orient. On estime que 90% de l'économie iranienne dépend du commerce maritime international. » En moins de 36 heures après le début du blocus, les forces américaines ont totalement arrêté le commerce maritime entrant et sortant d'Iran.